Chers téléspectateurs, on connaît les craintes et les incertitudes que suscite la situation économique mondiale, la situation de l'économie financiarisée, surtout depuis la crise de 2008. C'est l'occasion de revenir sur une crise économique qui a ébranlé sérieusement le monde, puisqu'il s'agit de la crise de 1929. Alors, événement d'importance, le plus important de l'entre-deux-guerres, bien sûr, avec des conséquences considérables en termes économiques, sociaux, politiques, un événement d'une ampleur exceptionnelle par ses effets, un événement qui débute aux États-Unis, mais selon la formule employée à l'époque, quand l'Amérique s'enrhume, eh bien l'Europe attrape la grippe, et effectivement on sait quelles ont été les conséquences considérables en Europe de cette affaire-là. Ça veut dire qu'entre 1929 et 1933, le commerce international s'est réduit aux 2/3. Ça veut dire qu'on a connu une baisse des prix spectaculaire, une baisse de la production industrielle, un chômage absolument massif, 14 millions de chômeurs aux USA début 1933, pendant qu'il y en a 6 millions en Allemagne et 3 millions en Grande-Bretagne. Donc un bilan extrêmement lourd. Alors, dans quelles conditions s'est déclenché ce traumatisme majeur pour l'économie mondiale? Il faut partir, bien sûr, d'abord des États-Unis. Il faut partir de l'Amérique de la prospérité, c'est-à-dire l'Amérique, en gros, de la seconde moitié des années 20. Cette Amérique a tout lieu d'être confiante et optimiste. Quand le président républicain Calvin Coolidge, en 1928, prononce son dernier discours sur l'état de l'Union, avant d'être remplacé l'année suivante par Herbert Hoover, eh bien Coolidge peut se féliciter de la situation économique de l'Amérique qui connaît des progrès absolument considérables en termes de production industrielle, en termes de développement urbain, en termes d'amélioration du niveau de vie. Bien sûr, il y a eu une crise de surproduction au cours des années 1920-1922, c'était la suite logique de la guerre, mais en l'espace de 7 ans, de 22 à 29, la production industrielle a progressé de 50%, le revenu national a progressé de 42%, l'urbanisation s'est envolée avec symboliquement la construction de gigantesques gratte-ciel comme l'Empire State Building à New York par exemple, avec ses 86 étages, des régions jusque-là qui étaient assez peu peuplées ont connu un essor spectaculaire, c'est le cas de la Floride, c'est le cas de la Californie, on va avoir une politique du logement très ambitieuse, 400 000 logements construits en 1920, 935 000 en 1925, pour ne rien dire des succès de l'industrie automobile qui se développe selon le modèle fordien, le succès d'une industrie chimique qui va bientôt se positionner au premier rang mondial, le succès des industries des appareils électriques. Tout ça, c'est le résultat de toute une rationalisation du travail, le résultat du taylorisme, sur fond de hausse des salaires, d'amélioration de la situation des masses ouvrières. En 1926, Ford va accorder la semaine de 5 jours à ses salariés, et le groupe International Harvester, la même année, va commencer à leur donner 2 semaines de congés payés. Alors tout cela va faire que dans cette Amérique prospère, où la croissance est spectaculaire, le calme social est garanti, sur fond de hausse de la consommation intérieure qui augmente de 13% entre 1921 et 1929. L'indice de la production industrielle est au rendez-vous, 100 en 1913, 89 en 21 et 80 en 22, c'est la fameuse crise de surproduction d'après-guerre, mais 110 en 1928, 126 en juillet 1929. Croissance, productivité en hausse, innovation technique, bien sûr, développement du crédit à la consommation, c'est un phénomène nouveau, développement de la publicité. En 29, il y a déjà 600 000 employés dans la publicité aux États-Unis. Fiscalité pesant sur les entreprises faible, 20% en 1920, 10% seulement en 1929. Tout ça sous la protection de tarifs douaniers élevés, 21% en 1913, 59% en 1930, avec le
le tarif à Portsmouth. Donc la bulle américaine peut se développer, on le voit, dans les meilleures conditions. Une Amérique qui dispose de réserves de métals précieux spectaculaires. Elle détient plus de la moitié du stock d'or mondial après la Première Guerre mondiale, hein, avec des taux d'escompte qui sont faibles, de 3,4-3,5%, là où ils sont de 4,5% en Grande-Bretagne, de 6,5% en France et de 10% en Allemagne. Mais derrière ce tableau absolument spectaculaire, très encourageant, demeure quand même un certain nombre de problèmes. Un problème agricole. D'abord, les farmers américains ont produit massivement à la faveur de la Première Guerre mondiale pour satisfaire les demandes d'un marché européen désorganisé, là où des régions entières étaient le théâtre des combats alors qu'elles étaient productrices avant-guerre. Il a fallu également remplacer sur le marché mondial ce que fournissaient les Russes avant 1914. Donc un essor spectaculaire à la faveur de la guerre. Mais quand les choses se rétablissent en 1919, eh bien, ces farmers américains, ils vont être confrontés à une surproduction dangereuse pour la suite. Il faut voir aussi que la croissance spectaculaire que j'ai évoquée commence à trouver ses limites quand on arrive en 1929. Hein, tous les nouveaux biens nés de l'innovation technologique, du développement de la consommation, eh bien, on les remplace pas tous les 2 ans. Hein. Cette société de consommation qui se met en place n'est pas encore une société de gaspillage, donc il y a un ralentissement quand même de la croissance, des inégalités qui apparaissent entre notamment les paysans et les urbains, hein, le nombre, la part de l'agriculture dans le revenu national a baissé de moitié en l'espace de 10 ans, après la Première Guerre mondiale, hein, 16% en 1919, plus que 8,8% en 1929. Hein. Il faut compter aussi avec la concurrence de nouveaux pays exportateurs vers l'Europe, comme le Canada, l'Argentine, l'Australie, par exemple. Ce qui veut dire que l'agriculture spéculative du Middle West est quand même assez affectée durant cette période, au point que le prix de la terre même commence à baisser. Tout ça, ça a été parfaitement évoqué dans un film qui a un grand succès en son temps et que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, le film intitulé « Les raisins de la colère », inspiré du fameux roman de John Steinbeck, hein, qui met en scène ces paysans américains du Middle West partis refaire leur vie en Californie. Hein. Un exode rural donc qui est considérable durant la période. 2 millions de personnes quittent la terre en 10 ans. Donc ça c'est un problème de fond, même pendant la période de la prospérité. En 1929 d'ailleurs, Hoover va créer un Federal Farm Board pour apporter de l'aide aux paysans. 500 millions de dollars sont mis sur la table pour acheter les excédents agricoles et maintenir ainsi les cours et satisfaire des paysans inquiets pour la suite et qui constituent un lobby électoral fort à l'époque. C'est un bombardement, tout cela, hein, parce que ces achats de surplus, ça encourage les paysans à produire, mais le jour où par ailleurs les choses vont s'effondrer, eh bien le gouvernement se débarrassera des stocks accumulés et les cours s'effondreront encore plus à cette occasion-là. Hein. En fait, on le voit, cette période de prospérité qui va durer quelques années et avoir des résultats tout à fait spectaculaires, elle présente quand même un certain nombre de faiblesses derrière les hausses de salaires réels, derrière l'augmentation de la production. Il y a des bombardements qui sont là, hein. Notamment le fait que l'on accorde de très grandes facilités de crédit, surtout à partir de 1927, pour entretenir la consommation. Hein, il faut permettre aux gens d'acheter. Hein. C'est le marché intérieur en plus qui récupère la production parce qu'à l'extérieur, les gens n'ont pas les moyens d'acheter en Amérique du fait de l'état qui a suivi la Première Guerre mondiale. Hein.
Dans ce contexte-là, la bourse de New York va flamber dès 1927-1928. Les cours vont doubler pour les valeurs industrielles en l'espace de 2 ans. Les transactions se développent de manière astronomique. L'usage du téléphone permet de plus en plus d'Américains de suivre en continu les cours de la bourse et de spéculer. Des sociétés se constituent pour l'achat d'actions. En 1929, elles vont avoir un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars, ce qui en dit long sur le développement de cette spéculation. Le problème, c'est qu'un fossé va s'établir entre le volume des actions en circulation et les possibilités réelles des sociétés qui les émettent. Scénario évidemment classique. On voit en 1929 se développer les transactions dans des proportions considérables au point que certains parlent d'orgie de spéculation. En effet, on promet des rémunérations excessives aux acheteurs d'actions pour réussir à les placer et comme ceux-ci vont emprunter pour acheter ces actions, on est dans une logique de fuite en avant spéculative, mais sur un fond d'optimisme général, personne ne semble s'inquiéter. Les chiffres de la valeur des titres sont ainsi, 27 milliards de dollars en 1925, 67 milliards en janvier 29, 87 milliards en octobre 1929. Donc tout un échafaudage de crédit qui repose sur la confiance. Or, le jour où cette confiance va faiblir, eh bien, on peut craindre évidemment le pire. Le 22 septembre 29, un article de presse annonce ou signale qu'on a un marché haussier qui dure plus que nécessaire. Premier signe d'alerte. Le 19 octobre 1929, un indice des actions industrielles publié par la presse signale une baisse de 12 points de la valeur de ces actions. Alors, l'inquiétude va gagner les marchés, c'est-à-dire les détenteurs d'actions, et le mercredi 23 octobre, 2,5 millions d'actions changent de main, mais avec des prix, évidemment, qui sont à la baisse. Ça n'empêche pas le patron de la National City Bank de dire que la situation est fondamentalement saine. Nous sommes là le 23 octobre 1929. Le lendemain, jeudi 24, eh bien, c'est la panique, c'est le fameux jeudi noir. 13 millions de titres sont vendus. Le 29 octobre, ce sont 16 millions de titres qui sont vendus. Et l'indice des valeurs industrielles s'effondre. Tous les gains accumulés au cours des 12 mois précédents sont complètement envolés. On va voir l'indice des titres qui vont passer en septembre de 381 en septembre à l'indice 198 à la mi-novembre. Donc en l'espace de 2 mois, il y a une chute de moitié de la valeur des titres. Les boursicoteurs, les spéculateurs vont liquider leur portefeuille au plus vite avant que la baisse ne persiste pour faire face tout simplement à leurs créanciers à qui ils ont emprunté de l'argent pour acheter des actions. Alors tout cela va amener une contraction complète du crédit, 642 faillites bancaires en 1929, 1345 en 1930, 2258 en 1931, derrière la faillite des banques, la faillite des entreprises, la baisse des prix agricoles qui vont baisser de 50% dans la foulée. Ford, qui avait été le modèle un petit peu du patron innovant, voire social, licencie 60 000 ouvriers, puis 135 000 ouvriers, sans aucune indemnité. Les législations sociales anti-chômage à l'époque, évidemment, sont inexistantes. Et le résultat, c'est que début 1933, au moment où Roosevelt va devenir président, il y a 14 millions de chômeurs aux États-Unis. Le revenu national est passé de 89 milliards de dollars en 1929 à 41 milliards en 1932. Vous voyez, quand on parle de crise aujourd'hui, on n'en est pas encore à ces chiffres-là, d'une chute du revenu national de plus de moitié en l'espace de 3 ans. Quant au volume des salaires qui sont payés, ils étaient de 50 milliards de dollars en 29, ils ne sont plus que de 30 milliards en 1932. Que fait le gouvernement américain ?
Rien. Andrew Mellon, le secrétaire au Trésor, considère que les crises finalement sont des phénomènes passagers et salubres pour remettre en ordre l'économie. Herbert Hoover, le président, plein de bonne volonté, mais il ne croit pas du tout à une intervention de l'État dans les affaires du business. Pour lui, ce n'est pas souhaitable. Et il préfère s'enfermer dans un optimisme un petit peu béat en lançant à la radio des appels selon lesquels la prospérité est au coin de la rue. Voilà, c'est une affaire de confiance, il suffit d'attendre un petit peu, d'être patient, et tout cela va se rétablir tout à fait naturellement. Hein. La fameuse main cachée des chers aux libéraux va jouer, et les choses vont se rétablir. Alors on lance quand même, on essaie de lancer une politique de grands travaux, l'État fédéral essaie de s'investir un petit peu dans ce domaine, mais pas assez, hein, et de toute manière il n'aura bientôt plus les moyens de financer ces grands travaux, hein, car il entend donner la priorité absolue à l'équilibre du budget fédéral, hein, avec les conséquences que cela peut avoir. On va lancer une Reconstruction Finance Corporation en 1932, mais elle va trouver aussi ses limites, faute de ressources désormais de l'État fédéral pour mettre en œuvre les financements prévus. Alors il y a bien sûr le chômage, l'État s'en préoccupe guère, ce sont à la fois les associations de bienfaisance et les pouvoirs locaux qui s'en chargent pour organiser des distributions aux chômeurs, pour organiser des soupes populaires, hein, mais évidemment avec un coût énorme. Les dépenses d'assistance entre septembre 30 et décembre 31, elles augmentent de 400% pour la ville de Philadelphie, de 267% pour la ville de Chicago, de 214% pour la ville de Saint-Louis, par exemple. Tout ça générateur d'agitation sociale, notamment les anciens combattants à qui on avait promis un bonus pour leur participation à la guerre, qu'ils attendent depuis 1919, ils considèrent maintenant que beaucoup sont chômeurs, qu'il est temps de l'obtenir, ce que le gouvernement fédéral ne peut pas octroyer évidemment, d'où des heurts, des manifestations, des blessés, un climat social qui se dégrade, et les choses s'aggravent quand le Federal Farm Board, qu'on a évoqué tout à l'heure, vend les stocks agricoles qu'il avait accumulés. Alors là, évidemment, c'est l'effondrement complet des prix agricoles. Comme je l'ai dit, la création de ce système avait encouragé les paysans en fait à produire davantage, puisqu'ils avaient une sécurité assurée pour l'écoulement de leur production. Alors le résultat de tout ça, c'est aussi bien sûr un lourd déficit du budget fédéral quand on arrive en 31, quels qu'aient été les efforts de Hoover pour le limiter. Tout cela va déboucher, on le sait, sur l'élection de Franklin Delano Roosevelt en novembre 1932, le candidat démocrate. Hein. Tout cela va avoir aussi des conséquences à l'extérieur, car les Américains vont chercher à retirer leurs capitaux d'Europe, hein, où ils les avaient massivement investis en vue de la reconstruction qui devait suivre la guerre. Hein. Ils avaient investi notamment dans les années 1923-24 en Allemagne, hein, du fait de la politique de Hjalmar Schacht qui avait encouragé l'arrivée des capitaux américains. Ça avait contribué à la stabilisation de la République de Weimar, mais tout cela est emporté par la crise, hein, à partir de 1930, hein, ce qui correspond aussi avec la montée du chômage au premier succès politique du national-socialisme. Hein. La faillite de la banque autrichienne du Kreditanstalt, les faillites bancaires qui surviennent ensuite en Allemagne vont aggraver bien sûr la situation, et elle n'est pas brillante non plus en Grande-Bretagne, où tout cela va obliger les Anglais à dévaluer la livre quelque temps après la réussite de la dévaluation Poincaré en France. Alors, on va sortir de la crise, on le sait, avec des mesures inspirées par l'économiste John Maynard Keynes, hein, avec l'auteur d'un traité de la monnaie qui a fait date en 1930. On va encourager les grands travaux, on va se faire à l'idée d'une dévaluation nécessaire. Ce sera le New Deal rooseveltien qui atteindra quand même assez vite ses limites un peu partout. Ce qui va permettre de sortir de la crise, ça va être la relance des dépenses d'armement quelques années avant que ne se déclenche la Seconde Guerre mondiale.
je voudrais évoquer aujourd'hui un homme qui a bien utilisé sa vie. Il s'agit de l'abbé de l'Épée. Alors vous connaissez bien sûr Charles Michel de l'Épée. Il est forcément lié au monde des sourds et de la langue des signes. Mais peut-être que vous ne connaissez pas tout sur lui. Alors, il est né en 1712 à Versailles, c'est un pur Versaillais. Son père est architecte, entrepreneur du roi. Alors, c'est pas l'architecte en chef, mais c'est un beau poste, c'est quelqu'un d'intelligent, de cultivé. Et son petit garçon, Charles Michel, est très éveillé, très pieux, et il va faire de brillantes études au Collège des Quatre Nations, c'est-à-dire l'Institut actuel. Et il est tenté par la prêtrise, je vous dis, c'est quelqu'un d'extrêmement pieux, mais il va rencontrer pendant cette étude des gens, des moines ou des religieux qui sont très teintés de jansénisme, et il est tenté par le jansénisme. Du coup, il devient théologien très tôt, parce qu'il est en avance à 17 ans, mais quand il veut prononcer ses vœux pour devenir prêtre, l'archevêché de Paris refuse, parce que eh bien, le jeune Charles Michel de l'Épée refuse d'adhérer à la bulle Unigenitus. Alors vous allez me dire, le jansénisme c'est déjà très ancien, hein, c'est milieu XVIIe siècle, mais l'archevêché de Paris ne lâchait rien sur ces jeunes prêtres ou ceux qui voulaient être prêtres. Comme il ne peut pas être prêtre, il fait des études de droit, il devient avocat à 21 ans, et puis il est un peu désœuvré parce qu'il ne peut toujours pas être prêtre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il part à Troyes, où il y a un ami de la famille qui s'appelle, alors ça c'est un nom qui va vous dire quelque chose, Jacques Bénigne Bossuet. Eh ben non, c'est pas le grand Bossuet, c'est le neveu qui est archevêque de Troyes, qui est quelqu'un de très bienveillant, qui voit que ce jeune homme est brillant, et qui au bout de 3 ans va l'ordonner prêtre. Et ça se passe bien, donc il est curé dans la région de Troyes. Quand Bossuet meurt, il revient à Paris. Et là, l'archevêché de Paris lui interdit, toujours pour ces questions de jansénisme, d'exercer un ministère de prêtre. Donc le voilà sans travail. Bon, alors ce qui aide, c'est qu'il a hérité de ses parents une fortune coquette qui lui permet de vivre paisiblement, mais qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Eh bien, en 1760, il va rencontrer tout à fait par hasard, alors il y a peut-être une légende dorée autour de cet homme, il paraît que c'était un soir où il pleuvait, il errait dans les rues, il voit une fenêtre allumée, et par la fenêtre éclairée, il voit 2 jeunes filles qui font un étrange ballet de mains comme ça, et il comprend qu'elles sont sourdes et qu'elles communiquent. Et il rentre, il s'intéresse, il rencontre le tuteur de ces jeunes filles, qui est un abbé qui s'appelle l'abbé Vanin, qui va mourir très peu de temps après, et il devient tout naturellement le tuteur de ces 2 jeunes filles. Et il est fasciné par ces 2 jumelles qui sont sourdes-muettes de naissance, et il se met à les regarder énormément, à essayer de comprendre ce qu'elles se disent, et à élaborer en fait une méthode beaucoup plus structurée que ce langage presque spontané qu'utilisaient ces 2 jeunes filles sourdes. Alors, il va consacrer à partir de ce moment-là toute sa vie aux sourds-muets, et son erreur, ça va être d'essayer de structurer tellement ce langage des signes qu'il veut coller à la grammaire française. Or, ça n'est pas très adapté, donc ça a ses limites. Mais ce qui va être formidable, c'est qu'il va sortir les sourds de leurs conditions absolument misérables qui étaient la leur jusque-là. Aristote avait écrit, il y a fort longtemps évidemment, si on ne parle pas, on ne pense pas. Être sourd, c'est être stupide. Ce qui était très dur, mais ce qui était vrai, puisqu'un enfant sourd qui naissait dans un village, il était laissé à son propre sort, il était éventuellement gardien de troupeaux, mais personne n'essayait de communiquer avec lui. Et donc, son intelligence ne pouvait pas se développer. Et là, l'abbé de l'Épée va prendre chez lui ces 2 jeunes filles sourdes, puis tous les sourds qu'il rencontre, il va finalement en avoir 60. Il avait une grande maison, 14 rue des Moulins. C'est à peu près c'est l'avenue de l'Opéra, c'est au milieu de l'avenue de l'Opéra actuelle. Et puis, il va former d'autres personnes pour communiquer avec ces sourds. Il va former 19 disciples qui vont à leur tour former 17 écoles. Et ça va se répandre dans toute la France. Ça va aussi intéresser le roi et Marie-Antoinette,
par le biais de l'empereur d'Autriche, Joseph II, qui va s'intéresser énormément à ce projet, qui va venir le visiter, qui va essayer de créer la même chose à Vienne. La Russie s'intéresse aussi à ça. L'ambassadeur de Russie demande qu'on lui envoie des sourds formés par la méthode de l'abbé de l'Épée. Et bref, ça se répand dans toute l'Europe. Mais alors, était-il le premier? Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Les premiers, à part bien sûr les gestes les plus spontanés de sourds entre eux qui n'avaient aucune méthode mais qui arrivaient plus ou moins à communiquer, eh bien il faut aller en Espagne au début du XVIIIe siècle. Alors il y a un certain Juan de Pablo Bonet, qui est un homme extraordinaire et qui a été le précepteur d'un jeune marquis qui était sourd profond de naissance. Et il a élaboré une méthode, il a écrit un livre qui s'appelle « De l'art d'enseigner aux muets ». Et il a essayé de lui apprendre à parler et il a réussi. Alors avec plutôt de l'orthophonie, en faisant sentir les vibrations du larynx, etc. C'était déjà sensationnel. Puis il y a un autre espagnol qui est un moine, même époque, toujours moitié XVIIIe siècle, il s'appelle Don Pedro Ponce de León. Alors c'est un moine et les moines, dans beaucoup de couvents, ceux qui avaient fait vœu de silence, ils communiquaient pour le geste de la vie courante par signe, hein. Il restait que ça. Et lui va mettre au point un alphabet avec les deux mains, comme va faire Charles de l'Épée. Ceux qui avaient fait vœu de silence étaient bien contents de trouver ça. Il y a surtout au Portugal un marane qui s'appelle Jacob Ferrer. Alors lui qui va prendre le problème différemment et qui va dire il faut qu'ils apprennent à lire sur les lèvres. Et il va très bien réussir, il va fonder un institut pour sourds à Lisbonne, fin 18e, puis il va s'installer à Bordeaux, il va avoir un élève français, Aaron Beaumarin, à qui il va apprendre à communiquer, et il va le présenter à l'Académie de La Rochelle, il va présenter aussi un mémoire sur l'éducation de ce jeune homme. Alors l'abbé de l'Épée, lui, ça se termine mal parce qu'il a mis toute sa fortune pour les sourds, donc il va finir en décembre 1789, complètement ruiné, il n'a même plus de quoi manger, il meurt plus ou moins dénutri, infirme, il n'a même pas de quoi avoir une tombe décente et il va falloir que ça soit sa belle-sœur qui le fasse enterrer dans son caveau de famille à l'église Saint-Roch, quand même une honte, décembre 1789, et 18 mois plus tard, l'Assemblée en 91 va le déclarer bienfaiteur de l'humanité, les droits de l'homme, etc. Mais un peu tard, bon, mais enfin c'est mieux que rien. Alors qu'est-ce qui va se passer après? Ben, ça continue à essaimer dans toute l'Europe. Il va y avoir un Anglais, John Wallis, il va y avoir un Hollandais qui s'appelle Coran Hammam. Et puis en France, eh bien, il y avait un vieux sourd qu'on avait surnommé le vieux sourd d'Amiens, qui lui était un délicat dessinateur, qui était même devenu architecte et qui enseignait à Amiens à des jeunes sourds dans une abbaye. Et puis il y a surtout, en 1829, à l'Institut, un érudit, un type formidable qui s'appelle Ferdinand Berthier et qui lui est vraiment une intelligence extraordinaire et sera le grand ami de Victor Hugo. Ils s'écriront énormément et ce Ferdinand Berthier avait impressionné Victor Hugo qui lui avait écrit « Qu'importe la surdité de l'oreille quand l'esprit entend, la seule surdité incurable est celle de l'intelligence. » Sous-entendu, si on est complètement idiot, même si on entend, ça ne sert à rien. En 1880, il va y avoir un congrès à Milan de gens qui s'occupent des sourds. Et là, coup de théâtre, la langue des signes va être interdite. Il n'y a que les États-Unis et l'Angleterre qui va garder la langue des signes. En France, ça va passer par celui qu'on a appelé le baron de Coubertin des sourds, qui s'appelle Eugène Rubens Alkais. Et donc la langue des signes va se pratiquer sous le manteau, si j'ose dire. Il va falloir attendre 1977 pour que la langue des signes soit de nouveau officiellement acceptée. Et puis entre-temps, il y a eu l'époque de l'Allemagne nazie, où les sourds là tombent dans l'eugénisme, donc on va stériliser les enfants sourds. Il en reste encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, les sourds n'ont plus honte. Il y a même des journaux télévisés avec, incrusté dans l'image, le journal en langue des signes. Et c'est fort bien comme ça. Bravo, l'abbé de l'Épée.
Alors je reçois aujourd'hui deux invités. D'une part Olivier Dard, professeur à la Sorbonne, grand spécialiste de l'histoire des droites françaises au XXe siècle. Et d'autre part, Christian Brosio, ancien rédacteur en chef de Spectacle du Monde. Et je les reçois à l'occasion de la publication, plus précisément de la réédition d'un classique de Paul Ceran, intitulé Les dissidents de l'Action française, réédité aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Je signale d'ailleurs que, parallèlement, la parution, la publication, ces jours-ci, d'un numéro de la revue Nouvelle École, consacrée à Maurras, qui vient compléter heureusement le travail de Paul Ceran, numéro dans lequel d'ailleurs Olivier Dard a consacré une étude très complète, très documentée au fondateur de l'Action française. Alors cette réédition, Olivier Dard, d'un ouvrage de Paul Ceran, un petit peu oublié aujourd'hui, il faut le dire, alors qu'il a été quand même une figure intellectuelle marquante des années 1960-70. Qui était Paul Ceran ? Alors Paul Ceran, donc c'est quelqu'un qui est né en 1922, donc mort en 2002, aujourd'hui effectivement oublié. Paul Ceran, c'est d'abord le frère de, car Paul Ceran s'appelle Paul Saleron et il est le frère de Louis Saleron, qui a été une figure très importante de l'Action française et plus largement de toute l'histoire du corporatisme en France, notamment agricole. Alors Paul Ceran, ses dates effectivement sont intéressantes parce que c'est quelqu'un qui a 14 ans au moment du Front populaire et qui va connaître, mais je dirais tout jeune, cette jeune droite des années 30 qui l'a incontestablement fasciné, en particulier à travers la figure de Robert Brasillac qu'il a rencontré et avec qui il s'est lié d'amitié pendant la guerre, notamment en 1943-1944, même si leurs itinéraires sont différents, puisqu'on trouve Paul Ceran du côté de la résistance, quand évidemment Brasillac va dans des directions très différentes. Et puis ensuite, Paul Ceran, après avoir travaillé à Londres, se retrouve effectivement dans les années 50 dans une carrière de journaliste et de romancier. Alors, je l'explique dans la préface, il rencontre à ce moment-là Louis Pauwels, avec qui il se lie. Il publie une première série de romans, notamment Les Inciviques, où il met en scène les questions d'épuration. Et il s'impose, à la fin des années 50, comme un essayiste en vue des droites de l'époque. Avec aussi une sensibilité sur les questions régionalistes, un travail d'historien aussi, avec les vaincus de la Libération, sur l'épuration en Europe. C'était un peu un travail original à l'époque, à travers Pauwels sans doute un intérêt pour l'ésotérisme. Alors son premier livre porte effectivement sur René Guénon. Voilà, sur Guénon, puis ensuite il y a eu Au seuil de l'ésotérisme. Absolument. Donc une œuvre tout à fait intéressante, injustement oubliée aujourd'hui, mais cette réédition des dissidents de l'Action française, qui avait été publiée aux éditions Copernic dans les années au début des années 78 est tout à fait bienvenue parce qu'elle nous renvoie à un certain nombre de personnalités marquantes de l'époque et dont le parcours, l'évolution ont été spécialement intéressants. On évoque là des gens comme Robert Brasillac, bien sûr, mais aussi Georges Bernanos, mais aussi Thierry Molnier, Georges Valois, Louis Dimier. Alors nous n'allons pas pouvoir évidemment aborder toutes ces personnalités, évoquer toutes ces personnalités dans le peu de temps dont nous disposons, mais ce phénomène que recouvre le titre « Les dissidents de l'Action française », c'est quelque chose qui s'est quand même révélé important. On a le sentiment que l'Action française, école de pensée extrêmement dynamique, qui séduisait effectivement des franges très importantes de la société et des élites françaises à l'époque, elle a aussi eu pour résultat, de produire justement bon nombre de dissidents. Le prestige, certes, de Maurras et de son équipe était considérable, mais il y a pas mal de gens qui sont passés par cette école-là et qui ensuite sont partis. Sur ce phénomène particulier, qu'est-ce que vous pourriez dire? Je pense que l'histoire des dissidences est absolument inséparable de celle de l'Action française, pour deux raisons. D'abord parce que les dissidents dont vous avez rappelé le nom sont quand même des personnages très importants. Et là, je dirais que Ceran aborde
le monde qu'il connaît bien et qu'il aime, c'est-à-dire essentiellement celui des écrivains, mais il y a d'autres dissidences à l'Action française, premier élément. Et deuxième élément, au fond, ces dissidences nous invitent à réfléchir aux raisons qui poussent ces hommes, après avoir fréquenté l'Action française pendant 20 ans pour certains d'entre eux, à rompre avec elle. Alors, rompre avec elle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, principalement, je crois, rompre avec la pensée de Maurras, beaucoup plus d'ailleurs qu'avec l'organisation elle-même. Il n'y a pas un culte de l'organisation à l'Action française. En revanche, il y a une véritable relation à Maurras, une relation passionnée, et j'ai presque envie de vous dire que ces Maurassiens qui rompent avec Maurras, peut-être à l'exception de Maritain, on pourrait y revenir, mais ne rompent jamais tout à fait. Ou plus exactement, il reste marqué, j'allais dire, au fer rouge par cette empreinte. Et quelle est la raison de ces ruptures? Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce qu'il y en a diverses en fonction des personnalités concernées? Alors, il y en a plusieurs, évidemment, en fonction des étapes de l'Action française. Il y a des éléments plus dominants que d'autres, mais je crois que la raison majeure pour un certain nombre d'entre eux, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais intitulé ma biographie de Maurras « Le maître et l'action », c'est la question, au fond, du rapport de l'Action française à l'action et à l'incapacité qui est celle de l'Action française de traduire en actes la virulence de ses propos. Baptisé par certains l'inaction française. Voilà, alors je voudrais justement, cher Philippe Conrad, dire un mot du cas de Lucien Rebattet, qui est absent de ce livre, ce qui surprend évidemment, mais Paul Ceran s'en est expliqué lui-même, parce qu'il avait beaucoup traité du cas de Lucien Rebattet dans un autre livre que nous allons rééditer avec Pierre-Guillaume Deroux, et qui va sortir en septembre prochain, Le romantisme fasciste. Voilà, un scoop intéressant. Voilà, qui est, j'en ai fini la préface, qui est alors un livre extrêmement important, plus connu sans doute et notamment à l'étranger, que les dissidents de l'Action française. Plus ancien aussi. Plus ancien, mais Rebattet incarne effectivement, comme vous le disiez, avec ce célèbre chapitre des décombres, terrible, au sein de l'inaction française, cette question, effectivement, il la caractérise, au fond, l'incapacité de l'AF. Alors c'est le cas de Valois, c'est le cas de Rebattet, c'est le cas d'un certain nombre d'autres. Alors parmi les personnages les plus en vue qui ont été abordés, il y a bien sûr Robert Brasillac, Christian Brosio. Comment pourrait-on présenter son Robert Brasillac incarne parmi la galaxie maurassienne une seconde génération. Car dans les dissidents dont il est question ici, il y a 7 dissidents, on peut établir une typologie en fonction des générations. La génération qui a connu l'Action française avant 1914 et la génération qui est venue à l'Action française à la fin des années 20. Brasillac, évidemment, appartient à cette seconde génération, avec Thierry Mounier, avec Claude Roy, qui est même venu plus tard dans les années 30, et bien sûr avec Lucien Rebattet, dont Olivier Dard vient de parler. Et cette génération, c'est cette génération de Maurassiens qui ont été confrontés, pour reprendre l'expression de Pierre-Marie Doudonat, à la tentation fasciste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tentation fasciste? Elle est, pour l'essentiel, elle entre effectivement tout à fait dans le cadre du titre du livre de Paul Ceran, Le romantisme fasciste. Il est bien évident, surtout dans le cas de Brasillac, qui est un littéraire, qui est un romancier, un poète, à la fois, il a été fasciné par la puissance de raisonnement et par la logique maurassienne incarnée par Maurras, ce qui n'empêche pas qu'il avait, d'ailleurs comme Maurras lui-même dans sa extrême jeunesse, une sensibilité extrêmement romantique. Et évidemment ce phénomène tout à fait nouveau qu'est l'émergence des fascismes en Europe va attirer évidemment la dimension esthétique du phénomène qui va attirer Robert Brasillac. C'est une attirance beaucoup plus esthétique en effet qu'idéologique, du moins je pense. Enfin, en tout cas, c'est un mélange des deux. L'esthétique joue un rôle absolument essentiel. Maintenant, du point de vue de l'idéologie, bon, jusqu'en 1940, et même au-delà, par exemple, Robert Brasillac reste quand même très rétif
même très... par moments même à nouveau assez hostile, bien que fasciné par l'esthétique, mais quand même très hostile vis-à-vis de l'idéologie nationale-socialiste. Contrairement peut-être moins en ce qui concerne Rebattet. Mais je pense que Robert Brasillac était surtout... son modèle apparemment, c'est José Antonio Primo de Rivera, si je ne... Oui. Je parle sous le contrôle d'Olivier Dard. Non, mais... la guerre d'Espagne a joué un rôle fondamental dans son évolution et dans ses prises de position. Alors évidemment, en même temps, il y a cette attirance vers le phénomène fasciste. J'emploie le mot fasciste dans un terme générique, sans faire les distinctions qui s'imposent entre les différentes formes que ce phénomène a pu prendre. Mais malgré tout, Robert Brasillac reste fidèle à Maurras. D'ailleurs, il continue tout en étant Je suis partout, il continue à collaborer à l'Action française jusqu'en 1939, jusqu'à la déclaration de guerre. Et il épouse à nouveau les positions à partir de 1938. Alors 38, c'est Munich. Il encense Maurras comme apôtre de la paix, mais là tout le monde se retrouve en fait, même Rebattet qui commence à être très critique sur Maurras approuve évidemment les positions de Maurras et de l'Action française en faveur de la paix, mais en 1939, Brasillac et la majorité des autres suivent également Maurras dans la nécessité de combattre l'Allemagne, de faire la guerre et d'essayer de la gagner. Donc, il reste des nationalistes français. Il reste nationalistes français, mais y compris, ça va bien au-delà de l'Action française, y compris des gens qu'on a... qui étaient attirés aussi par le fascisme et qui n'étaient pas forcément de l'Action française, dans leur majorité en 1939, se retrouvent pour la défense, en faveur de la défense nationale et en faveur, on fait la guerre et on la fait, quoi. Et j'ajouterais, pour aller dans le sens de Christian Bronzio, y compris dans le cas de Lucien Rebattet, car il ne faut, c'était mon premier travail de recherche, donc il y a bien longtemps, il ne faut pas se laisser abuser par ce qu'écrit Rebattet dans Les Décombres. Dans Les Décombres, bien sûr. Les Décombres sont un livre de reconstruction. Et quand on observe et qu'on lit ce qu'a écrit Lucien Rebattet entre 39, l'été 39 et 40, on voit bien qu'il est au fond sur une ligne qu'on appelait à ce moment-là belliciste, parce que entre-temps, et ce qui a recadré, j'allais dire, le débat de façon extrêmement nette, c'est le pacte germano-soviétique du 23 août 1939, qui là permet aux anciens de l'Action française qui commençaient effectivement à se séparer avec cette tentation fasciste dont vous parliez très bien, montrée par Pierre-Marie Doudieu-Donat, eh bien, à ce moment-là, il est clair que l'antigermanisme, le rejet des deux grandes puissances, etc., soviétiques et allemandes, peut être un lien qui va fonctionner jusqu'à la défaite, et c'est vraiment la défaite. Les premières étapes de Vichy, de la Révolution nationale, etc., qui là débouchent sur une rupture, et une rupture qui va être de plus en plus accusée entre effectivement cette jeune génération maurassienne qui est tentée par le fascisme, donc Brasillac et Rebattet sont les symboles, et bien sûr ceux qui vont rester fidèles à Maurras, dont Molnier notamment. Et à contrario, la rupture du pacte germano-soviétique va accentuer ce phénomène. Absolument. Et alors, il y a des personnages qui ne sont pas tombés dans la tentation fasciste dans ces dissidents. Je pense à quelqu'un comme Bernanos, par exemple. C'est intéressant d'évoquer sa figure, parce qu'on l'oublie un peu rapidement en focalisant sur les fascistes, entre guillemets. C'est un cas très complexe, Bernanos. C'est un cas complexe, Bernanos. Et il faut toujours faire attention avec Bernanos. Le cas Bernanos a été sans doute caricaturé à la fois par les dogmatiques, les orthodoxes de l'Action française qui l'ont vomi, qui ont parlé de trahison, qui l'ont accusé, et puis de toute une partie toute une certaine droite qui l'ont accusé
d'être passé à gauche, en gros, parce que du fait de son engagement anti-franquiste, avec les grands cimetières sous la lune, etc. Qui est un livre magnifique. Qui est un livre magnifique. D'ailleurs, si vous me permettrez, je voudrais en citer un extrait qui est reproduit par Paul Ceran, qui, je trouve, pourquoi cet extrait? Parce qu'il montre bien, il pose bien le problème et il résume à lui seul le cas Bernanos. Et alors, je parlais donc Bernanos rejeté et vomi par l'action française officielle à partir d'un certain moment, enfin dans les années 30, et également Bernanos est caricaturé par ce qu'on pourrait appeler une certaine catégorie de néo-bernanosiens qui gomment tout un aspect de Bernanos, qui font de Bernanos un antifasciste qui ne veut rien dire, mais il n'explique pas quelle est la nature de son antifascisme. Un antifascisme en fait traditionnaliste, car Bernanos n'a jamais changé profondément d'idée. Il reste royaliste, il reste antidémocrate, il reste antimoderne, il reste... bon, il a toujours été anticlérical, d'ailleurs c'est l'une des raisons de son antifranquisme. En revanche, on oublie toujours à propos de la guerre d'Espagne que Bernanos, effectivement, est très très dur avec, avec ce qu'il a vu à Majorque, hein, des massacres perpétrés par les troupes franquistes. Il est très très dur avec une certaine bourgeoisie qui a soutenu Franco, mais il est en revanche beaucoup plus indulgent, par exemple, avec la Phalange. Ah oui, il est son fils. Et son fils d'ailleurs a porté la chemise bleue de la Phalange. Son fils a rejoint la Phalange. Idem avec ses positions pendant la guerre. Alors évidemment, il quitte la France en janvier 1940, il est au Brésil, et pendant toute la durée de la guerre, il est au Brésil. Donc il écrit des choses extrêmement dures et quand même extrêmement injuste sur Vichy, le maréchal Pétain et sur les Français en général, parce qu'il est très éloigné de la France, il ne connaît plus les problèmes de la vie quotidienne des Français et ce qu'ils subissent. Donc il encense le général de Gaulle, qui comme lui est un exilé à Londres, donc, et puis il y voit une espèce de connétable, bon, très bien. Mais lorsqu'il revient en France en fin 1944, début 1945, là, il est effaré par ce qu'il découvre. Et il va devenir tout aussi dur avec la France de l'épuration et les années qui vont suivre. Il faut lire ce livre, Français si vous saviez, qui est une collection d'articles extraordinaire qui fustige de façon extraordinaire en fait le résistentialisme. Hein, lui, il a soutenu la résistance, mais la résistance militaire, héroïque, idéalisée, chevaleresque, et il trouve à la fin cette résistance exploitée par des profiteurs, par des assassins et par des corrupteurs. C'est ce qu'il appelle le résistentialisme, et là il est très très dur avec cette France-là, et il prend ses distances, enfin il reste admiratif, mais il refuse de soutenir, comme il le lui demandait du reste, le général de Gaulle. Il se tient à l'écart, parce que il est quand même, il trouve que le général de Gaulle, en 1945, dans son gouvernement, à la tête du gouvernement provisoire, n'est plus ce personnage qu'il avait idéalisé entre 1940 et 1944. Donc le cas Bernanos, c'est un cas vraiment tout à fait intéressant, et je pense qu'il résume dans une certaine mesure une des causes principales de ces dissidences, mais je parle sous le contrôle d'Olivier Dard, à qui je vais rendre la parole tout de suite. C'est que finalement, vous soulignez, Olivier Dard, en introduction, que ces dissidents d'Action française, pour la plupart, du moins, ont finalement eu une rupture généralement douloureuse, et qu'ils ont toujours eu finalement, il est toujours resté un petit quelque chose de leur engagement, de leur racisme, et qu'ils ont toujours eu finalement quand même assez de mal à rompre totalement le cordon ombilical avec Maurras, tant ils avaient été marqués par la personnalité, la pensée et l'action de Charles Maurras. C'est ce qu'il reprochait finalement, et c'est l'une des grandes causes
avec des différences selon les personnalités, mais une des grandes causes, un des grands reproches que finalement firent la plupart de ces dissidents, et je pense à Georges Valois, mais également, je pense à Georges Bernanos, mais également à Georges Valois, à Louis Dimier, et plus tard à des gens comme Thierry Monnier, par exemple, bon, qui est un peu plus complexe, parce que lui n'a jamais vraiment rompu. Il reprochait en fait à l'action française d'après la Première Guerre mondiale, à partir des années 20, de tourner le dos un peu à ce qui faisait l'essence même et l'esprit de l'action française d'avant 1914, à savoir un mouvement avec un mouvement contre-révolutionnaire, mais qui était quand même révolutionnaire, notamment sur la question sociale, qui était très avancé sur la question sociale, avec cette expérience de rapprochement entre le royalisme et le syndicalisme, à travers le cercle Proudhon, cofondé par Georges Valois et Henri Lagrange, et auquel quelqu'un comme Georges Bernanos, que Georges Bernanos a soutenu, il a participé à ces activités, etc. Et l'embourgeoisement en fait de l'action française, sa droitisation, pour faire court, c'est un des grands reproches finalement de la dissidence. Vous vouliez lire alors je vais lire justement l'extrait de Bernanos. Ce qui résume ceci. C'est un extrait que reproduit Paul Ceran. C'est un extrait des Grands cimetières sous la lune. Donc ça qui est intéressant, parce que dans les Grands cimetières, le grand roman antifranquiste de Bernanos, voici ce qu'il écrit, qui résume bien tout le problème. « Je ne dois rien au parti de droite, et ils ne me doivent rien non plus. Il est vrai que de 1908 à 1914, j'ai appartenu au camelot du roi. En ces temps révolus, M. Maurras écrivait dans son style ce que je viens d'écrire, hélas dans le mien. » Hommage, entre parenthèses, au style de Maurras. Nous n'étions pas des gens de droite. Le cercle d'études que nous avions formé portait le nom de cercle Proudhon, affichait ce patronage scandaleux. Nous formions des vœux pour le syndicalisme naissant. Nous préférions courir les chances d'une révolution ouvrière que compromettre la monarchie avec une classe demeurée depuis un siècle parfaitement étrangère à la tradition des aïeux, au sens profond de notre histoire, et dont l'égoïsme, la sottise et la cupidité avaient réussi à établir une espèce de servage plus inhumain que celui jadis aboli par nos rois. À la santé, où nous faisions des séjours, nous partagions fraternellement nos provisions avec les terrassiers, nous chantions ensemble tour à tour Vive Henri IV ou l'Internationale. J'ai donc le droit de rire au nez des étourdis qui m'accuseraient d'avoir changé. Ce sont eux qui ont changé, je ne les reconnais plus. Voilà, je pense que ça résume parfaitement le problème des dissidents, chose que l'on retrouve chez d'autres à des degrés divers. Il nous reste assez peu de temps. Je voudrais que l'on puisse dire un mot de Thierry Moulnier, qui aujourd'hui aussi est un petit peu oublié. Il a été très présent dans cette tribune du Figaro pendant plusieurs décennies, après 1945. Mais les jeunes générations d'aujourd'hui ignorent complètement le personnage. Comment pourrait-on, il nous reste un peu plus de 2 minutes, Thierry Moulnier est une des grandes figures de l'action française. Un de mes docteurs, Ludovic Morel, a fait une très belle thèse sur lui. J'attends qu'elle soit publiée. Alors, Thierry Moulnier, d'abord, on l'a parfois oublié, c'est un militant de l'action française. Il a sa carte, ce qui n'est pas le cas d'un Brasillac. Il a sa carte, il est camelot, il est engagé. Alors, lui, il est effectivement une des grandes figures de la jeune droite, mais ce qui caractérise Thierry Moulnier par rapport à Rebatté ou Brasillac, c'est sa volonté de s'imposer, au fond, ou d'essayer de s'imposer comme un théoricien politique. Et dans la jeune génération des années 30, il est considéré potentiellement comme le successeur possible de Maurras avant qu'émerge Pierre Boutan, mais ça c'est pour l'après 1945. Alors, comme le disait effectivement Christian Brosio, Moulnier va s'éloigner de l'action française et notamment de ses positions politiques, mais s'en éloigner en même temps, ça ne veut pas dire rompre et rompre brutalement. Et je dirais qu'après la guerre, Moulnier, qui poursuit sa carrière dans le Figaro, mais qui devient, alors là, pour un certain nombre de ses anciens amis, un conservateur, ce qui ne leur plaît pas du tout. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que Moulnier ait été aussi conservateur que ça, car Moulnier va à la fois faire beaucoup de théâtre, c'est un élément fondamental chez lui, mais va en même temps accompagner un certain nombre de mouvements ou de
publications de droite en particulier. On connaît ses liens avec Dominique Vénère, par exemple, au tournant des années 70, et jusqu'au bout, Thierry Molnier, on parlait de Nouvelle École tout à l'heure, jusqu'au bout, Thierry Molnier s'est intéressé, au fond, à ce que pouvaient produire les droites intellectuelles. Cela étant, effectivement, Molnier entame, après 1945, un itinéraire qui, effectivement, n'est plus celui de l'Action française, mais le contexte est très différent et la guerre froide est passée par là. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Je rappelle la réédition donc, de l'ouvrage de Paul Ceran, Les dissidents de l'Action française, avec une préface d'Olivier Dard, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Et également, je rappelle la parution récente d'un numéro de Nouvelle École consacré à Maurras, dans lequel Olivier Dard a consacré au maître de Martigues une étude extrêmement complète.